Merci. Ensuite, Daniel Grémillet. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Directeur Général. Trois questions. La première autour des prêts garantis par l'État, et notamment pour essayer d'avoir les chiffres, parce que je parle celle des TPE-PME, hein, des prêts garantis par l'État sur les TPE-PME. Bon, il y a plusieurs situations. Il y a celles qui ont fait le prêt garanti par l'État alors qu'elles n'en avaient pas besoin, mais les comptables ont poussé pour dire prenez-le et mettez-le de côté. Il y a le deuxième type d'entreprise, ils l'ont pris, puis ils ont commencé à manger le capital parce qu'ils n'avaient pas le choix. Et puis il y a ceux qui l'ont pris et qui ont déjà tout mangé. Parce qu'elles sont en très grande difficulté. Je ne reviens pas, hôtellerie, café, restauration, événementiel, culture, et bien au-delà. On nous dit que ça serait aux alentours de 25% d'entreprises qui seraient dans cette situation-là, ce qui aurait mangé le capital. Est-ce que vous confirmez ou pas ces chiffres? Et c'est ces entreprises-là qui vont être mises en très grande difficulté lorsque le quoi qu'il en coûte va être débranché. Et donc, il faudrait qu'on sache à combien, si c'est 25% de ces entreprises, à combien se monte le total des PGE sur cette question-là. Et puis pour la deuxième catégorie, celles qui ont commencé à manger le capital, est-ce que vous pensez qu'on pourrait aller vers une solution, comme on l'a dit, en réalité, de transformer ça en capitaux propres? Deuxième question, on a, après un grand débat avec le gouvernement sur les prêts garantis par l'État pour les très grands groupes, et on nous dit, vous inquiétez pas, sur les prêts garantis par l'État pour les très grands groupes, il y a des conditions en termes d'emploi, de maintien de sites industriels. Nous, on dit c'est plus compliqué que ça. On voit bien, puisque tous les jours, des plans de licenciement s'amoncellent. Donc, est-ce qu'il existe aujourd'hui des conditions aux prêts garantis par l'État pour les très grands groupes, hein, je parle bien pour les très grands groupes, et qui les contrôle? Est-ce que c'est vous ou pas? Et qui en fait au moins, si ce n'est pas un contrôle, une évaluation. Et puis, dernière chose, puisqu'on va entamer, enfin, l'Assemblée nationale a entamé la loi climat et résilience, nous l'aurons, je crois, je parle sous l'autorité de la présidente, en juin. Il y a une question autour des subventions des entreprises et des projets climatiques, enfin, en tout environnementaux, cas, qui vont au contraire des objectifs environnementaux affichés par le gouvernement, notamment concernant des projets de subvention aux énergies fossiles. Vous en subventionnez pour, je crois, 9 milliards 3, il me semble, des projets gaziers au Mozambique, des projets Total en Arctique. Est-ce que, à quelle vision, puisqu'a priori le gouvernement voudrait mettre fin à ça en 2035, est-ce que vous ne pensez pas, vous, qu'il faudrait accélérer le calendrier, vu l'urgence climatique, et mettre fin aux subventions de ces projets qui vont au contraire de nos objectifs environnementaux? Voilà, je vous remercie. Merci Fabien. Le PGE, donc les chiffres à date sont, donc c'est les chiffres d'hier soir, hein, on est à 120 milliards d'euros, 119 très exactement, pour 710 000 entreprises. Vous avez 365 000 entreprises qui ont pris moins de 50 000 euros de PGE, hein, donc qui sont de facto des petites PME ou des TPE, sachant que le PGE moyen, il est 270 000 euros. Vous vous souvenez qu'on a créé le PGE saison, qui permettait notamment aux entreprises touristiques de reprendre un PGE fondé sur les meilleurs mois de la saison 2019. Il ne marche pas très bien, le PGE saison. On en a, les banques françaises n'en ont placé que pour 1 milliard à 6 300 entreprises, avec un PGE saison moyen de 170 000 euros aussi, donc qui n'est pas structurellement différent. En effet, nous maintenons nos hypothèses de sinistralité entre 4 et 7%. Simplement, ce que nous disons, c'est que depuis que la possibilité est offerte aux banques de permettre à leurs clients de différer, non pas de 1 an, mais de 2 ans, le premier remboursement du PGE, sur cette partie-là du portefeuille, le risque devient plus important. Hein, parce que plus le différé est long, plus le risque est élevé. Et donc, nous avons fait retourner nos machines, nos algorithmes, et il apparaît que si une proportion importante de détenteurs du PGE diffère de 2 ans plutôt que d'1, à ce moment-là, le risque de perte finale, en sinistralité finale, pour le plan PGE, de 4 à 7% en fourchette, passerait de 5
à 8, fondamentalement, 8,5. Donc, ce n'est pas une augmentation considérable du risque, et on reste en termes de, j'ai envie de dire, d'efficacité de la dépense publique, sur des effets multiplicateurs tout de même très très importants. Alors, pour ceux qui ne rembourseront pas, évidemment, se pose la question de la conversion en capitaux propres, mais depuis que cette idée est évoquée, j'ai souvent eu l'occasion de m'exprimer sur le sujet et de dire que on ne met pas de capitaux propres dans des toutes petites entreprises, ou alors c'est de la subvention, c'est-à-dire que ça devient du don. Après tout, le don, c'est des capitaux propres. Mais du capital, en pourcentage du capital, avec une représentation au conseil d'administration, etc., c'est tout à fait inadapté à des toutes petites entreprises. Alors, vous pouvez imaginer des obligations convertibles qui sont du quasi-capital, mais il n'est pas prévu aujourd'hui, en aucune manière, de convertir le PGE en obligation convertible. Il y a en revanche, et ça a été annoncé il y a 15 jours maintenant, il y a un enrichissement de la boîte à outils française avec les prêts participatifs et les obligations subordonnées. Ardemment négocié avec la Commission de Bruxelles depuis de nombreux mois, et maintenant avec les assureurs qui vont financer le fonds. Alors, si je fais une petite incidence sur le sujet, donc les prêts participatifs sont des prêts à 8 ans avec 4 ans de différé de remboursement, et ils sont garantis à 90% par l'État. Ce sont des prêts qui seront aux alentours de 4,5% de taux pour les PME et 5,5% pour les entreprises de taille intermédiaire. C'est des prêts qui font payer le différé de 4 ans par un taux d'intérêt relativement élevé. Ces prêts sont des prêts. Ce n'est pas du capital. Et donc, ils sont intéressants pour des entreprises qui vont avoir besoin d'un nombre important d'années de différé pour pouvoir se remettre. Quelle est la profondeur réelle du marché pour des prêts comme ceux-ci? C'est très difficile à dire. L'essentiel, c'est que la place financière soit équipée de cette possibilité, sachant que l'État garantit aux assureurs qui investiront dans le fonds un rendement de l'ordre de 2%. Donc c'est un fonds qui est attractif. Les obligations subordonnées, c'est des obligations à 8 ans, à 5% pour les PME et 6% pour les ETI. Et elles sont remboursables in fine, c'est-à-dire pendant 8 ans, vous ne remboursez rien. C'est un très beau produit, ça, et qui sera commercialisé par quantité de fonds d'investissement, une quarantaine de fonds d'investissement qui sont habitués à investir en capital, quasi-capital ou en dette, s'agissant des fonds de dette auprès des PME. Voilà. Et BPI France, d'ailleurs, est candidat pour commercialiser, bien entendu, aussi bien le prêt participatif que les obligations subordonnées. Mais les obligations subordonnées, c'est de la dette aussi. C'est simplement de la dette reportée. Et donc, il n'y a pas aujourd'hui, indépendamment de la subvention pure, en fait, qui est tout simplement le constat de la perte, de mécanismes de masse pour les toutes petites entreprises de conversion du PGE en capital. Et honnêtement, entre nous, je pense qu'il ne peut pas y en avoir. Parce que le capital, tel qu'on le connaît, n'est pas la solution pour les toutes petites entreprises. D'autant plus que la quasi-totalité de ces chefs d'entreprise ne veulent pas ouvrir leur capital. Alors, vous avez posé une question sur les PGE des très grands groupes. Ça, c'est quelque chose qui est géré en direct à Bercy par les équipes de réalisation du Trésor. Donc, c'est à eux qu'il faudrait poser la question. Des conditionnalités ont été mises, effectivement, à chaque étape. Je ne les connais pas. Et je ne sais pas dans quelle mesure, je sais qu'elles sont contrôlées, mais je ne sais pas comment. Et par qui. Alors, j'ai une question sur... je regarde s'il y avait d'autres questions sur le PGE. Oui, une question qui était, le PGE non remboursé rentre-t-il dans la dette Covid? En fait, oui, le PGE non remboursé, c'est-à-dire, mettons, à la fin, 6% des 120 milliards, les 6% des 120 milliards, pour la partie État, 90%, seront financés par le déficit du budget de l'État, lui-même financé par la dette Covid. Alors, le climat. Donc, sur le climat, en effet, nous avons un accélérateur climat, et nous en aurons de plus en plus d'ailleurs, parce que nous allons faire passer beaucoup d'entreprises dans nos écoles. C'est quelque chose qui est vraiment très très efficace, ces accélérateurs de BPI France, avec un taux de satisfaction des clients de 99%, dont nous sommes très fiers.
avec des programmes qui s'étalent sur 1 an à 2 ans. Beaucoup de conseils, du consulting, toujours un mentor, on appelle ça un advisory board, c'est-à-dire un comité consultatif de 4 dirigeants de grands groupes qui vient épauler le chef d'entreprise, et puis des sessions collectives qui permettent aux entrepreneurs de se parler les uns les autres, de se comparer et de se donner l'énergie d'être plus audacieux dans leur plan de transformation. L'effet multiplicateur sur la performance des entreprises est absolument établi par des études économétriques assez puissantes qui ont été faites par des chercheurs de l'école française. Et donc là, on a un outil d'intervention publique qui n'est pas très onéreux à la fin des fins par rapport à l'effet multiplicateur qu'il engendre. Alors, j'ai une question sur l'Arctique et puis le Mozambique avec un chiffre qui est cité qui est 9,3 milliards d'euros. Alors, 9,3 milliards d'euros, c'est quasi en totalité les expositions de l'assurance export sur compte État qui s'appelait la COFAS et qui s'appelle maintenant BPI France Assurance Export. Donc, c'est des décisions qui ne sont pas prises par BPI France, mais qui sont prises par la Commission des garanties au ministère de l'Économie et des Finances. Commission des garanties qui a donc, effectivement, par le passé, accepté de garantir des grands contrats à l'export portant sur l'installation alors au cas particulier, d'infrastructures de liquéfaction du gaz. Voilà. Donc 2035, en effet, c'est ce qui a été voté par le Parlement. Je pense que c'est la bonne décision. Je pense que c'est la bonne décision parce que à partir de 2035 commence le compte à rebours. C'est-à-dire que si il n'est plus possible d'assurer des grandes infrastructures de liquéfaction du gaz en 2035, c'est 5 à 10 ans plus tôt que les acteurs commencent à s'ajuster. Donc l'effet transformant de cette mesure, il est là. Sachant par ailleurs que, évidemment, tout va très vite maintenant, mais le gaz naturel, la position de BPI France, c'est qu'il joue son rôle dans la transition énergétique, et c'est d'ailleurs une position tout à fait consensuelle parmi les scientifiques, et en particulier le gaz naturel qui est issu de l'Arctique, parce que c'est le gaz naturel le moins polluant, puisque pour liquéfier du gaz, il faut l'emmener à des températures extrêmement basses. Il se trouve qu'elles le sont là-haut. J'y suis allé moi-même. C'est très impressionnant d'ailleurs, évidemment. Et donc, dans le mix, encore une fois, de la transition, le gaz naturel trouve sa place. Et c'est une place transitoire, on est bien d'accord. Voilà, ce qui est aussi une des raisons pour lesquelles BPI France a continué de soutenir le retour en France de l'entreprise Technip Énergie, qui a maintenant son siège à Levallois-Perret, un management français, et qui a maintenant son autonomie stratégique après avoir été extraite du groupe Technip FMC qui était devenu de facto un groupe atlantique. Et je termine sur ce commentaire parce que c'est important. Nous pensons, et nous ne sommes pas les seuls, que les grandes infrastructures, notamment en Arctique, d'extraction et de liquéfaction du gaz, vont servir à produire le moment venu de l'hydrogène bleu, donc de l'hydrogène décarboné, qui lui-même sera un élément évidemment fondamental de la transition énergétique.